Asphalt, nous fêtons aujourd'hui le 50e numéro. Et oui, 50 essais de voiture en votre compagnie. Pour célébrer l'événement, je vous réserve une surprise de taille. Découvrez-la dans le sommaire. Asphalt vous dévoilera la DS7 Crossback. La jeune firme propose son premier véhicule signé 100% DS. Nous parlerons du nouveau tracé de la deuxième édition du e-rally avec son directeur de course. Et comme promis, Asphalt vous offre de l'exclusif pour ce 50e numéro avec l'essai d'une des plus belles Ferrari, la F12 Tour de France. Vous allez voir que ce modèle bouscule la hiérarchie des supercars. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Gilles? Ben bonjour Vanessa. Ah bonjour Gilles, mon Dieu. Ne me dites pas que c'est un cadeau pour moi. Ben, je crois qu'aujourd'hui c'est bien la 50e. Oui, c'est exact. Donc il fallait quand même marquer le coup. Oh, c'est Alors incroyable. j'ai essayé de vous faire une méga surprise. C'est la F12 TDF Tour de France. Dites-moi que c'est un rêve. Et en plus c'est celle-là. C'est pas vrai. C'est celle-là, Vanessa. 799 exemplaires et Asphalt en a une aujourd'hui. Ben oui. C'est pas possible. Quel beau cadeau. Alors Merci. c'était où le gâteau avec les bougies? Mais Non. 50 ça faisait beaucoup. Mais vous savez que je préfère ce genre de cadeau. Elle est superbe, magnifique. Oh là là, quand on voit ce côté aérodynamique qui a été vraiment conçu spécial par les ingénieurs de chez Ferrari, c'est incroyable. Surtout avec toutes ces petites parties en carbone. Et c'est vrai que la carrosserie est pratiquement en grande partie en fibre de carbone, n'est-ce pas? Ben oui, de toute façon ça c'est vraiment un modèle exclusif. Et personnellement, je suis vraiment très heureux aujourd'hui, grâce à mon ami Michel, d'avoir pu bénéficier de cet objet exceptionnel. Vous avez de sacrées connaissances. Surtout des gens très passionnés, Oui, très sympas, qui impressionnant. ont bien voulu voilà, prêter cette sublime voiture à l'occasion de cet anniversaire. Alors, Et- elle est en hommage à une certaine course qu'on appelait justement Tour de France. Est-ce qu'on peut expliquer d'où vient cet hommage? Oui, c'est ça. Ben, en général, on dit TDF, il y en a qui disent truc de fou, ça aurait pu être ça. Oui. Mais bon, là, on va dire que c'est Aujourd'hui, on peut dire ça. la vraie histoire. Donc, c'est ça, c'était en l'hommage de cette course mythique, donc le Tour de France Auto, D'accord. qui est apparu dans les années 50 et qui a vraiment été connue dans le monde entier. Et donc, c'était une course mitigée entre le circuit et le rallye, des courses comme on ne fait plus maintenant. C'était un Tour de France, on s'arrêtait dans tous les grands circuits, et en même temps, on faisait des spéciales de rallye entre. Et donc, Quelle année à peu près? ça a duré pendant pas mal d'années, mais c'est apparu dans les années 50. Voilà, Et ça a 50, perduré des un années. chiffre qui nous suit. En plus. C'était Et donc, pour moi. pour raconter donc la petite histoire, Oui. Ferrari a gagné cette course légendaire, Ah, bien. je crois 3 ou 4 fois, avec des 250 GT. D'accord. Donc c'est aussi par rapport à ça qu'ils ont choisi de l'appeler Tour de France. Impressionnant. Quand on la voit comme ça, avec ses formes bodybuildées, je pense que vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller apprivoiser la bête sur les routes. En plus, c'est vrai qu'on a tendance maintenant à faire des engins avec des moteurs suralimentés. Mais là, on reste quand même, pour moi, dans ce qu'il y a de plus On va en beau. parler, ne vous Voilà. inquiétez pas, on en parlera en détail. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller l'essayer et je suis impatiente de vous retrouver pour en parler. C'est parti, Vanessa. Je vous tout à attends. l'heure. Gilles, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à revenir souvent sur l'intérieur parce que nous, on se focalise souvent sur les moteurs, mais c'est vrai que là, quand même, un petit coup de projecteur sur l'intérieur, ça vaut le détour. Beaucoup de carbone. Moi, j'ai mes harnais, je me sens vraiment en course. Je me sens bien là. Oui, donc c'est vrai que la particularité déjà, quand on monte dedans, on est vraiment dans une voiture de course. On est au ras du sol aussi. Évidemment, C'est incroyable. Voilà, la position est vraiment étudiée pour ça. On a beaucoup de carbone, évidemment, mais du vrai carbone, pas du carbone brillant juste pour faire beau. C'est vrai. On est vraiment dans du carbone très, très technique. Le propriétaire nous disait justement qu'elle est full option. Elle a C'est ça. toutes les options
Elle a toutes les options sur ce modèle. C'est vrai. Donc en plus on a des harnais, donc on n'a pas de ceinture de sécurité. Donc en fait on a des harnais très faciles à utiliser, qui évidemment sont nécessaires dès qu'on veut rouler un petit peu sportivement pour être calé dans le baquet. Oui. On a cet Alcantara gris là qui va vraiment très bien avec ces surpiqûres rouge orangé là, avec le petit rappel sur les sièges, avec les bandes de cuir aussi au centre. Oui. Franchement, elle est vraiment, pour moi, c'est une des plus belles autos. Pour moi, c'est une œuvre d'art. C'est vraiment une des plus belles autos que j'ai pu essayer. Avec sa partie arrière redessinée, son nouvel aérobridge avant et son fond plat, la Belle parvient à un appui de 230 kg à 200 km/h. Quant au poids total, la baisse est de l'ordre de 110 kg avec une valeur revendiquée de tout juste 1,5 tonne. Ce qui est incroyable également, c'est cette cavalerie, un V12 atmosphérique, attention, qui grimpe à 780 chevaux. Que dire, Gilles? Oui, en effet. Bon, moi, je suis évidemment les moteurs suralimentés qui équipent tous les modèles d'ailleurs de toutes les voitures, apportent toujours beaucoup de couple. Voilà, beaucoup de couple, beaucoup de souplesse, apportent quelque chose en plus, évidemment, de la force en plus par rapport au moteur. Mais par contre, le puriste, surtout sur un Ferrari, sur un moteur Ferrari, avoir un V12 de la marque boosté à pratiquement 800 chevaux, c'est quand même quelque chose qui est totalement exceptionnel. Et c'est vrai qu'on ne peut pas rester insensible quand on conduit, je dirais même quand on pilote, tellement on est dans une atmosphère vraiment de voiture de course. Et ce V12 a une musique unique au monde. C'est mon anniversaire aussi d'ailleurs aujourd'hui. En tout cas, ce qui est dingue, c'est que le propriétaire Michel nous disait justement qu'il n'arrive pas à s'habituer au nouveau moteur turbo. C'est incroyable, hein? Les puristes veulent vraiment cette atmo. Hein? Oui, c'est-à-dire que lui, il fait aussi un petit peu de circuit, évidemment, hein, il en profite. Donc quand on est sur circuit, évidemment, des engins comme ça, on peut les utiliser un petit peu plus dans l'extrême, hein, parce qu'on se doute bien que 800 chevaux sur la route, hein, là, comme on est aujourd'hui, il faut être totalement inconscient pour pouvoir l'exploiter. On accélère un peu dans une ligne droite, on se fait plaisir. Mais en général, on met un mode économique. Hein, et après quand on veut mettre mode race, on n'a plus d'assistance, ou vraiment là on a toute la puissance moteur avec la cartographie. C'est même déconseillé sur la route, les ingénieurs Ferrari ne veulent pas justement enclencher le mode. Oui, tout à fait. C'est ça, d'autant plus pour des modèles exclusifs comme ça qui en fait sont des modèles issus de la compétition encore plus et qui sont pratiquement pas civilisés. Donc c'est vrai que un engin comme ça qui prend pratiquement 9000 tours minute, 9000, ça sur un circuit c'est grisant, on n'a plus envie de s'arrêter. Donc quand on essaye un moteur turbo, même si Ferrari a toujours des sons magnifiques dans toutes leurs autos, on n'a pas quand même pour moi les mêmes vibrations, ni le même plaisir pur d'avoir la légende, le V12 Ferrari. On peut le comprendre. Tout à fait. Ce V12 n'a véritablement aucune limite. La différence avec la F12 Berlinetta va au-delà de ses 40 chevaux supplémentaires dont cette série limitée dispose. Sa vitesse maximale atteint les 340 km/h. À l'usage, ce 6 litres 3 passe le 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes 9. Tout autre sujet, Gilles. Est-ce que vous suivez un peu l'évolution de la marque DS? C'est vrai qu'on se rappelle qu'il y a peu de temps, finalement, en 2014, la marque devenait à part entière, totalement indépendante et se décrochait de Citroën. Et puis, on a remarqué une belle évolution quand même ces derniers temps. Oui, c'est vrai, nous avions fait un petit clin d'œil au cours d'une émission, là justement, à l'occasion de la sortie de cette nouvelle marque, issue de Citroën, bien entendu, comme vous l'avez dit, Vanessa. Et c'est vrai que je pense que ça a été une bonne idée, une bonne stratégie commerciale aussi, de créer cette marque pour donner un caractère spécifique à une image à DS. Et je pense que l'engouement pour le grand public et je pense les ventes, les résultats ont donné raison aux investigateurs de cette idée. C'est vrai. Vous l'aurez compris, DS s'impose peu à peu sur le marché des constructeurs français et pas que, sur également le marché international. Vous allez découvrir à présent la DS7 Crossback, un petit modèle mais très baroudeur, même le président en est fan. Regardez.
Il s'agit du premier véhicule signé 100% DS. La DS7 Crossback est le premier modèle du jeune constructeur. Et oui, rappelez-vous, DS3, 4 et 5 étaient nés sous le chevron Citroën. La firme a choisi d'investir pour cette première le segment tendance du moment, celui des SUV. Ce nouveau véhicule sera vendu dans le monde entier. C'est l'événement de ce salon pour nous, c'est le reveal le plus important depuis des années. En fait, nous avons créé notre marque il y a 2 ans et demi, en juin 2014, et immédiatement nous avons décidé de lancer une stratégie de 6 nouvelles voitures et la première incarnation de cette stratégie, c'est ce modèle si important pour nous qui est DS7 Crossback, donc un SUV du segment C, un SUV qui se veut une alchimie parfaite entre le luxe français, le luxe de Paris et puis bien sûr de la high-tech. Vous trouverez de la high-tech partout. On est vraiment, on change de monde, on change d'époque avec cette voiture. Une motorisation hybride rechargeable sera proposée courant 2019. Ce modèle sera composé d'un moteur essence couplé à 2 moteurs électriques pour une puissance totale de 300 chevaux, de quoi rouler 60 km en tout électrique et de surcroît en version intégrale. Le plus bluffant, c'est clairement notre nouveau PHEV qui sera lancé sur DS7 Crossback, un PHEV de 300 chevaux, un plug-in hybride, essence, rechargeable, all-wheel drive, donc 4 roues motrices, 60 km d'autonomie en mode électrique, un moteur électrique à l'avant, moteur électrique à l'arrière pour des prestations totalement ébouriffantes en 4x4. Donc ça sera évidemment la motorisation qui va venir coiffer la gamme. Pour son premier SUV conçu et produit en France, DS prépare une déclinaison exclusive de la DS7 Crossback. Cette édition limitée sera positionnée comme le haut de gamme du modèle en concession dès 2018. Alors Gilles, cette F12 TDF profite également d'une perte de poids conséquente, on va dire 110 kg par rapport à la berlinette, c'est incroyable. Et en plus, elle dispose de ce nouveau système 4 roues directrices. Alors finalement, tous les ingrédients sont réunis pour cette tenue de route exceptionnelle. Oui, c'est vrai que bon, le poids, on le sait, hein, c'est l'ennemi de la performance. Hein, parce que quand une voiture est lourde, on en revient toujours au poids. C'est ça. Quand un véhicule est lourd, il faut l'arrêter, il faut le relancer. Dans les transferts et les appuis, évidemment, on a plus de poids à embarquer, à redresser, à tenir. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on essaye des modèles de compétition, c'est le nerf de la guerre, on essaye de gagner du poids. Donc là, on a utilisé beaucoup d'éléments. Ferrari les utilise beaucoup, mais encore plus dans des modèles exclusifs comme ça. Donc ils ont essayé de gratter partout, comme on dit dans le jargon, pour diminuer le poids. C'est plutôt réussi, parce que 110 kg, c'est exceptionnel. Oui, c'est vrai, c'est énorme sur déjà des véhicules qui sont déjà très recherchés, très travaillés à ce niveau-là, c'est vraiment exceptionnel. Donc après, évidemment, la tenue de route, ça va avec une voiture de course. Ça va avec l'engin. Hein. Donc on a plusieurs quand même possibilités. On a un petit bouton sur le volant, là on le voit. Et puis donc on peut... C'est un petit amortisseur dessiné, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc on peut justement faire... on change la cartographie. Changer la dureté des suspensions. Okay. Voilà. Donc à partir de là, on a une version entre guillemets un petit peu plus civilisée. Ouais. Qui est adaptée donc quand on roule tous les jours et dans des routes bosselées, si on veut se faire quelques cols, quelques balades en montagne. Et après évidemment on a la version très exclusive qui correspond aussi à la position donc du moteur race, et qui donc là il n'y a plus d'assistance au niveau du freinage ni de l'accélération, il n'y a plus d'anti-patinage, on est vraiment dans une voiture de course. Au niveau des freinages il n'y a plus aussi d'ABS, et au niveau des suspensions elles sont radicalement au plus ferme, on va dire. J'ose même pas imaginer. C'est vrai que ça aurait été intéressant d'aller... Parce que déjà avec les options connectées, c'est incroyable. Je m'imagine pas ça, enfin j'imagine bien ça justement, par exemple au Castellet, puisque c'est le plus gros circuit que nous ayons dans le sud de la France, avec un engin pareil à tirer tous les rapports à 9000, ça donne vraiment envie, Vanessa.
Les multiples modifications aérodynamiques portent leurs fruits. Selon les ingénieurs de chez Ferrari, le pare-choc avant augmente l'appui de 33 kg à 200 km/h. Le système de contrôle de traction, baptisé F1 Track, est dérivé de la Formule 1. Il s'agit d'une sorte de super anti-patinage permettant de maîtriser l'arrivée de la puissance en optimisant l'adhérence à l'accélération. Gilles, on a tendance aussi toujours à comparer ces boîtes de vitesse. Je crois que là, on a le summum de la boîte de vitesse. Oui, déjà, c'est vrai que quand on monte dans une auto comme ça et qu'on commence à manipuler les palettes, ergonomiquement parlant, c'est fantastique. Là, on s'aperçoit évidemment que ce n'est pas un gadget, que ce sont des vraies palettes de compétition qu'utilisent les pilotes au millimètre près. Ouais, qui ne tournent pas avec le volant. Voilà, et puis donc elles sont très longues, hein, de manière justement à pouvoir, quand on est en braquage, utiliser aussi quand même les palettes sans enlever la main dessus le volant. Après, bon, c'est une boîte 7 vitesses qui, alors Ferrari évidemment, a toujours tendance à appliquer dans leur modèle exclusif de surcroît toute la dernière technologie qui se trouve dans les derniers modèles de compétition. Oui, forcément. Donc là, forcément, on a eu droit aux dernières évolutions de la boîte 7 avec un passage exceptionnel des vitesses, aussi bien en montant qu'en descendant. Après, on a un mode auto, comme on utilise là pour faire l'essai, qui est vraiment très agréable et qui fonctionne vraiment très bien, très intelligent, tout. On est toujours dans le bon rapport enclenché, on peut rouler à 2-3 000 tours tranquille en étant en 6e ou 7e. Et après, évidemment, en fonction des différents modes d'utilisation, on passe la boîte en manuel. Et les passages sont encore un peu plus rapides et encore plus exclusifs. La boîte de vitesse automatique dispose d'un double embrayage à 7 rapports. Cette dernière, avec la combinaison formée par ce V12, atteint véritablement des sommets en termes de souplesse. D'ici quelques semaines aura lieu la 2e édition du e-rally. Nous avons rencontré le directeur de course qui nous dévoile le beau programme à venir. Regardez. C'est un parcours un peu différent par rapport à l'année dernière. Le départ se fera toujours du château de Fontainebleau, comme l'année dernière, pour rallier Honnête, une commune de Rodez, donc on laisse aux concurrents environ 26 heures pour descendre, avec ravitaillement libre et arrêt libre, donc parcours non imposé. La première ZR se fait donc sur le circuit d'Alès, sur le circuit de vitesse, donc ça change un petit peu, on va peut-être pouvoir augmenter un petit peu la moyenne pour que ce soit plus sympathique. Ensuite, il y aura 2 ZR suivantes dans le Gard et dans les Bouches-du-Rhône, et les concurrents arriveront dans la région d'Aix-en-Provence, où il y aura une neutralisation, c'est-à-dire de 23h à peu près à 6h, bon, les horaires ne sont pas encore très précis. Ils s'arrêtent, ils seront surveillés par un système géolocalisé. Ça veut dire que s'ils roulent, nous on s'en aperçoit. Donc là ils s'arrêtent, ils vont à l'hôtel, ils font une recharge, ils font comme ils veulent. Donc le lendemain, départ pour Monaco. Départ pour Monaco avec 3 ZR, donc toujours Gare, Bouches-du-Rhône et un petit morceau dans le Var. Et là ils ont 9 heures pour rallier Monaco. Et cette année, grande nouveauté, on sera non pas sur le port, mais on sera au chapiteau de Fontvieille, où on va organiser aussi un village, donc pour des partenaires, pour des constructeurs, pour tout ce qui touche en fin de compte à l'électrique et à l'hydrogène. Gilles, encore un moment magique en votre compagnie. Encore merci, je ne cesserai de dire merci pour ce cadeau exceptionnel. On va se quitter, on va ramener cette merveille à son propriétaire. Et je tenais vraiment à vous remercier depuis toutes ces années pour votre fidélité. C'est un pur bonheur et j'espère qu'on en aura encore beaucoup. Qui sait, peut-être un jour on aura la Ferrari. Ça serait pas mal à envisager. Ben oui Vanessa, je suis très, très heureux moi aussi d'avoir participé à la 50e. C'était quand même symbolique, évidemment. Oui. Et puis en plus d'avoir eu évidemment la possibilité, merci encore Michel, de pouvoir essayer et faire profiter à tous les téléspectateurs d'Asphalt de ce pur bijou technologique qu'est cette Ferrari Tour de France.
Cette Ferrari est l'une des voitures les plus surprenantes jamais essayées dans Asphalt. Sa puissance magistrale, son agilité extrême et sa stabilité en font d'elle une perle rare. Qu'il s'agisse du V12 retravaillé ou du châssis optimisé, c'est en sans faute pour la firme au cheval cabré. Ce 50e numéro d'Asphalt s'achève malheureusement. Nous allons rendre cette F12. En tout cas, Gilles, encore merci pour ce cadeau. C'était un plaisir, Vanessa. Qu'est-ce qu'on aura pour le 60e? Allez, à très vite. Ciao, ciao.